J'en profite pour introduire cette dernière table ronde. Merci de nous suivre ce matin. On va parler de nucléaire, un incontournable en France et un incontournable aussi quand on parle d'indépendance énergétique avec un point d'interrogation. La crise qu'on traverse a mis en lumière nos dépendances aux énergies fossiles. On en a parlé pas plus tard qu'il y a 5 minutes, au gaz et au pétrole. Et paradoxalement, le nucléaire, face à ces énergies fossiles, revient au centre du jeu. C'est censé être une énergie abondante, c'est une énergie qui consomme peu de combustible et surtout, c'est une technologie qui potentiellement peut être française. Paradoxalement, ce constat arrive à un moment où le nucléaire français est au plus mal de sa forme. On l'a dit aussi ce matin, sur 56 réacteurs, on en a 27 qui tournent aujourd'hui, dont un qui a dû baisser sa puissance. Ça vous a peut-être échappé en début de semaine parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud dès le mois de mai. Donc voilà, la chaleur a aussi ses inconvénients. Voilà, mais le problème est très sérieux, à tel point que les marchés doutent de notre capacité en France à répondre à la demande cet hiver, d'où des prix phénoménaux, des prix extrêmement élevés. Dans ce contexte, on va essayer de s'interroger et surtout de trouver des solutions pour comprendre dans quelle mesure le nucléaire peut être une solution face à nos dépendances énergétiques, une solution à moyen et long terme. Pour répondre à ces questions, j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Valérie Faudon de la SFEN, la Société française d'énergie nucléaire, que vous décrivez souvent comme la société savante du monde du nucléaire. Voilà. Pauline Boyer, experte en transition énergétique et qui travaille pour Greenpeace, et Monsieur Emmanuel Autier, qui est spécialiste des utilities, donc des énergéticiens, mais aussi du transport et de l'aviation aussi, de la logistique chez Bearing Point. Très bien. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Une question très très simple pour commencer à vous tous. Donc on est dans ce paradoxe avec le nucléaire qui revient au centre du jeu, qui paraît être une solution attractive, et on a en France un parc qui est au plus mal de sa forme, qui a jamais produit aussi peu, à part à un moment où il n'était pas encore aussi étoffé que maintenant, dans les années 90. Alors est-ce qu'on peut encore imaginer le nucléaire comme une solution? Est-ce qu'on peut on a vu que c'est pas un outil infaillible. Est-ce qu'il peut encore être érigé en exemple? Valérie Faudon, vous voulez commencer? Oui, alors d'abord une petite remarque sur la baisse de production. C'est une baisse de production réglementaire de 250 MWh sur la centrale du Blayais. Et d'ailleurs, le seuil d'autorisation de rejet augmente au mi-mai. Donc, et je voulais dire aussi que c'était 1% de la production nucléaire de la journée. Ouais. C'est un événement anecdotique, c'est ça? Oui, pour moi c'est anecdotique, voilà. Et c'est vraiment un point réglementaire. On est habitué à des fortes variations de production dans la journée, en particulier dans la même journée, le parc éolien a bougé de moitié, donc de 50% dans la journée. Et bien sûr, le solaire s'arrête la nuit. Donc on est de toute façon un système électrique. Chacun produit dans la journée, mais la production elle est vraiment anecdotique, on est à moins d'1%. Et d'une manière générale, la baisse de production liée à la chaleur en France, enfin au climat, elle est de moins de 1% par an. Voilà. Et en général, elle se produit l'été, à un moment où en général les réacteurs sont en maintenance, donc ça on va en parler. Et puis aussi la consommation électrique, l'été en France c'est à peu près la moitié de la consommation électrique d'hiver, donc c'est un moment où en général on est vraiment en surproduction. Oui, je crois que quand il y a trop de vent, il y a des éoliennes qui doivent aussi s'arrêter. Voilà, exactement. Quand il fait trop chaud, les réacteurs doivent s'arrêter. Ce qui compte, c'est avoir un système électrique, et je crois que maintenant on parle de plus en plus non plus en moyens de production, mais en système électrique. Un système électrique qui permette une sécurité d'approvisionnement et bien sûr qui soit décarboné. Voilà. Dans tous les scénarios. Alors, il faut savoir que le parc nucléaire, il a été développé pour notre indépendance énergétique et pour notre sécurité d'approvisionnement. On est actuellement en train de vivre quelque chose d'équivalent au choc pétrolier de 1973, en ampleur. Et c'est à ce moment-là, il faut savoir qu'au moment du choc pétrolier, la France produisait 70% de son électricité avec du pétrole, enfin avec du fossile et du fioul. EDF était le premier consommateur de fioul en France. Voilà. Donc,
grâce au parc nucléaire, la France est sortie du fossile. Aujourd'hui, à plus de 90% sur son électricité. Elle n'est pas sortie du fossile pour autant, puisque 60% de sa consommation, je pense que vous avez dû le dire avant, vient encore du fossile, mais principalement dans les transports, l'habitat, tertiaire, industrie. Voilà. Donc, c'est un facteur d'indépendance énergétique très fort. Alors, ce qu'on vit actuellement, c'est un moment avec des aspects, je dirais, naturels ou prédits, et puis un aspect non prédit. Donc, il y a 3 facteurs. Il y a d'abord qu'on commence la maintenance de printemps et d'été. Et donc ça, c'est normal. Elle est un peu plus importante que d'habitude parce qu'on a, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement de cet hiver, on a poussé des réacteurs au-delà de l'hiver. Donc, on a beaucoup de maintenance qui arrive en même temps. Donc, ça, c'est normal, en fait. Hein, c'est l'ajustement, c'est-à-dire que le nucléaire, en fait, on peut ajuster la production nucléaire en changeant ses dates de maintenance. Il y a en gros une maintenance tous les 12 mois, 18 mois. On la positionne, c'est le moment où on recharge le combustible et on fait des travaux de maintenance. Il y a des grosses maintenances qui commencent et qui vont durer des années, enfin s'étaler sur des années. C'est le passage à 40 ans, puisque ça, ce sont des gros travaux, mais qui sont extrêmement rentables, hein, puisque le moyen de production le plus rentable pour produire de l'énergie bas carbone aujourd'hui, c'est prolonger la durée d'exploitation d'une centrale. Ça se fait pour 10 ans, mais là, le passage à 40 ans sont des gros travaux. Il y a des réacteurs qui passent aussi les 30 ans, des réacteurs qui passent les 20 ans. Donc c'est des campagnes de travaux où on arrête les réacteurs pour faire ces travaux. Voilà. Et puis, il y a un troisième facteur qui est le facteur de la découverte d'un phénomène de corrosion sous contrainte qui a été découverte dans une centrale, dans un réacteur qui est chose 1, et qu'aujourd'hui est avéré dans 3 réacteurs. Alors, comment ça se fait ça? En fait, c'est parce qu'on inspecte, l'industrie EDF inspecte ces réacteurs, et avec des moyens non destructifs, en fait, des moyens ultrasons. Et donc, elle inspecte régulièrement sur les grosses maintenances tous les tuyaux. Et là, ils ont repéré des indications. Donc, sur 3 des réacteurs, ils ont découpé pour vérifier la confirmation. Et ils sont en train de soumettre, ils soumettront demain à l'Autorité de sûreté nationale un plan d'inspection et de vérification sur tous les réacteurs français. Mais aujourd'hui, il y a une dizaine de réacteurs qui sont déjà à l'arrêt pour inspection. Et il y a donc 3 réacteurs dont on a commencé à découper, où c'est avéré, et on commence à découper un 4e réacteur. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est en effet un phénomène exceptionnel. Par contre, c'est un phénomène soluble, hein, c'est-à-dire que globalement, on découpe et on change le tuyau. Par contre, en effet, les décisions de l'autorité de sûreté nucléaire sur le calendrier d'inspection et les calendriers d'expiration, il y aura un moment des décisions à prendre sur la disponibilité du parc en fonction de quand est-ce qu'on placera ces vérifications et ces réparations. On y verra plus clair très, très, très prochainement. Alors, juste peut-être pour questionner les atouts du nucléaire pour notre indépendance énergétique, vous l'avez souligné, dans les années 70, c'est une des raisons, hein, et la principale raison qui nous a conduit à investir autant dans notre parc nucléaire, devenir indépendant face aux fossiles. Est-ce qu'on est toujours dans la même configuration aujourd'hui? Est-ce que le nucléaire a toujours les mêmes atouts en termes d'indépendance énergétique? Je voudrais vous entendre, Emmanuel, et ensuite Pauline, s'il vous plaît. Effectivement, on l'a dit ce matin, je pense que le but, c'est de décarboner notre économie. Pas uniquement décarboner notre production d'électricité, mais décarboner globalement notre économie. Et Valérie vient de le dire, on a encore aujourd'hui une énorme dépendance aux fossiles sur le transport, sur le tertiaire et sur l'habitat. Donc on va transférer dans les années à venir tous ces usages qui sont aujourd'hui carbonés vers des usages qui seront certainement des usages plus électriques ou un certain nombre d'usages gaz. On a beaucoup parlé du gaz ce matin, mais j'ai entendu notre collègue du Shift Project dire de toute façon, à un moment donné, le gaz, il va falloir s'en sortir parce que de toute façon, le gaz, c'est carboné. Donc, si on veut demain une économie qui soit 100% décarbonée, ça veut dire une économie qui sera quand même très fortement électrique. Une économie qui sera très fortement électrique, avec une capacité à produire quand on en a besoin et à couvrir l'ensemble des besoins. Et au risque de dire une banalité, mais on n'allume pas le soleil, on n'allume pas le vent. Donc à un moment donné, on aura besoin, et on aura toujours besoin, de moyens de production massifs, décarbonés, pilotables, qui vont assurer une énorme base de nos besoins. Et je ne dis pas qu'il faut se passer des autres, hein, bien évidemment, hein, le but n'est pas d'opposer les différents moyens, mais par contre, avoir un moyen de production massif, pilotable, d'électricité décarbonée, c'est effectivement un atout pour le futur.
Mais est-ce que ça garantit notre indépendance énergétique, Pauline? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quand on parle de nucléaire, forcément on parle d'indépendance énergétique en termes de combustible, en termes de technologie? Est-ce que la France peut être autonome en la matière? Alors déjà, pour situer ma réponse à cette question, j'aimerais commencer par parler du dernier rapport du GIEC, qui nous place dans un contexte global où on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici à 2030, ce qui implique d'avoir des solutions très rapides à mettre en place. Que d'après le GIEC, le développement du solaire et de l'éolien a un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre 9 fois plus important que le nucléaire, à des coûts défiant toute concurrence, à moindre coût et de loin. Ensuite, comme vous venez de le dire, donc la consommation d'énergie finale en France, c'est donc 60% en énergie fossile, donc que ce soit les produits pétroliers ou le gaz fossile. C'est 25% d'électricité, et dans cette électricité, on a 18% de nucléaire. Donc là, on est en train de parler de cette partie-là, et le reste donc en énergie renouvelable. Donc là, dans la situation dans laquelle on est, et donc la guerre en Ukraine vient nous presser dans cet objectif d'indépendance énergétique et dans notre transition énergétique. Là où on n'écoute pas suffisamment, justement, c'est les rapports des scientifiques, alors qu'on est dans une urgence climatique totale. C'est donc quelles sont les solutions qu'on a. Mais pas seulement pour l'indépendance énergétique, mais aussi pour assurer Vous voulez dire qu'on a ces deux objectifs finalement futures. on a ces deux objectifs parallèles, un à très long terme de transition énergétique et un à très court terme d'indépendance énergétique. D'indépendance énergétique et de transition énergétique. Donc c'est en premier lieu sortir des énergies fossiles, et ça a été dit à la dernière table ronde, et sortir du gaz naturel liquéfié, qui est du gaz fossile qu'on extrait par fracturation hydraulique et qui a des impacts climatiques, environnementaux et sociaux qui sont catastrophiques. Et c'est, si on regarde le nucléaire, donc on est arrivé, donc après tout le déploiement de notre programme nucléaire, on n'est pas indépendant énergétiquement, on est dépendant donc de l'industrie nucléaire russe par les multiples contrats qu'on a avec elle. On importe notre uranium du Kazakhstan, du Canada, de l'Australie, du Niger, etc. Et donc on voit que là, on est à un moment crucial de la transition énergétique qu'on a trop retardée, où on a peur, on est inquiet pour passer l'hiver prochain, notamment parce que les centrales nucléaires ne vont pas fonctionner dans leur entièreté, qu'on arrive avec des centrales vieillissantes, chose qui n'a pas été assez anticipée, puisque là, on ne peut même pas faire la jonction avec d'autres. Si on enlève toutes les autres problématiques qui sont les déchets nucléaires, qu'on ne sait pas gérer, etc. Valérie, je vous vois opiner de la tête et je voulais vous faire rebondir plus spécifiquement sur la question des liens qui existent entre l'industrie nucléaire française et l'industrie nucléaire russe. L'industrie nucléaire russe, juste pour resituer, c'est le premier exportateur mondial de centrales. Ils construisent en Turquie, ils construisaient en Finlande, ils construisent dans de nombreux pays. Et ils ont des sous-traitants français dans de bien nombreux cas. Notamment, ça a été mis en lumière avec la fameuse turbine Arabelle que l'État veut faire racheter à EDF, qui produit, je crois que c'est 50-60, même au-delà, % de sa capacité de production, c'est pour les Russes. Est-ce que c'est un atout? Est-ce qu'aujourd'hui c'est clairement un défaut, un problème? Et comment on le traite? Alors donc les Russes, c'est un client en fait de la filière française, c'est pas un fournisseur. Donc on n'a pas de dépendance aujourd'hui de la Russie. Je voulais dire. C'est-à-dire le combustible, peut-être l'uranium enrichi qu'on met dans les centrales nucléaires, il est produit où aujourd'hui? Donc aujourd'hui, donc déjà on a 2 ans de stock en fait d'uranium naturel sur notre sol, et on a même 10 ans de stock en fait, puisqu'on a aussi de l'uranium appauvri qu'on pourrait réenrichir. En plus,
10% de notre combustible qui est utilisé, c'est du combustible recyclé. C'est du MOX, en fait, qui vient des usines de La Hague et de Melox. Donc, on n'a vraiment aucun problème. En plus, notre approvisionnement est diversifié, donc on n'a vraiment aucun problème d'approvisionnement uranium. On est vraiment, ceinture et bretelles. Et c'est normal, parce qu'en fait, dès les années 70, on a voulu le nucléaire pour être indépendant, et on a bien identifié que les chaînes d'approvisionnement d'uranium, c'était important. Mais non seulement on a notre chaîne d'uranium, qui est quand même très, très robuste, mais aussi on a notre chaîne de transformation pour faire le combustible, qui est entièrement en France, en plus avec des usines neuves. C'est-à-dire qu'on a une usine de conversion chimique à Malvézy, au Tricastin, une usine d'enrichissement qui est toute neuve au Tricastin, et puis on a notre propre usine de fabrication du combustible à Romans. Donc on est complètement indépendant. En fait, on est avec en plus une chaîne industrielle qui est très récente et neuve. Donc, on n'a pas de souci d'approvisionnement. Je voulais quand même vous dire, pour vous donner à peu près une image, alors je vais vous donner des chiffres qui datent un peu, parce que, évidemment, en ce moment, les imports de fossiles sont en train d'augmenter en valeur de manière considérable. Mais pour vous donner une idée, l'import d'uranium en France, c'est entre 500 millions d'euros et 1 milliard par an. Voilà. Et l'import de fossiles, c'est de l'ordre de 40 milliards d'euros, hein, donc même plus aujourd'hui, bien sûr, avec l'augmentation des prix. Donc c'est vraiment un facteur d'indépendance extrêmement fort. Je voulais faire une remarque sur le GIEC, le rapport du GIEC, qui en effet dit que le solaire et l'éolien sont des outils très utiles pour la transition énergétique. Ce n'est pas pour autant qu'il faut tout faire dans le monde avec de l'éolien et du terrestre. D'ailleurs, le GIEC ne le dit pas, il dit clairement qu'il faut utiliser tous les outils disponibles. C'est aussi absurde de dire ça que de dire, par exemple, voilà, l'Islande, ils sont décarbonés avec de la géothermie et puis de l'hydro, mais ce n'est pas de l'éolien et du solaire, donc ce n'est pas bien. Ou alors la Norvège, elle a décarboné avec de l'hydro, ce n'est pas bien. Voilà. Aujourd'hui, toutes les technologies sont nécessaires, et le nucléaire est un grand atout de la France, puisqu'on a une chaîne industrielle pour produire nucléaire qui est quand même extrêmement puissant, puisqu'il est à la fois décarboné et pilotable. Et est-ce que, je vous fais rebondir juste sur l'aspect, la Russie c'est un grand client des entreprises nucléaires françaises. Est-ce que les usines françaises, est-ce que les entreprises nucléaires françaises, si tous les contrats russes devaient s'arrêter, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on peut survivre finalement sans les contrats russes? Alors oui, bien sûr. Alors en effet, c'est bien l'usine de Belfort et les turbines Arabelle qui fournissent le plus l'industrie russe. Ce sont sur des centrales, pas des centrales russes, en fait, ce sont des centrales russes à l'étranger. Donc aujourd'hui, il y a un contrat qui a été arrêté, c'est celui de Finlande, puisque la Finlande a décidé de ne pas construire de centrale nucléaire avec Rosatom. On n'a pas d'informations sur les 3 autres contrats, qui sont la Turquie, la Hongrie et l'Égypte. Toujours est-il que si l'usine perdait ses contrats, il y a des perspectives actuellement qui sont très bonnes pour la filière industrielle française, puisqu'on va bientôt discuter de la relance du programme français. Et il y a aussi de nombreux pays européens qui ont décidé la relance d'un programme de construction sur lesquels la France répond aux appels d'offres. Donc évidemment, c'est un client perdu, mais le marché est en train de reprendre, donc on pourrait imaginer évidemment que ça n'aurait un impact limité sur la filière française. Emmanuel Authier, je vous donne la parole juste après Pauline. Emmanuel, est-ce qu'il y a une nouvelle donne du nucléaire en Europe avec cette crise ? Il y a certainement une nouvelle donne du nucléaire. Les grands acteurs du nucléaire dans le monde, c'était effectivement la filière française, comme l'a rappelé Valérie. C'est la filière russe. Rosatom est une entreprise extrêmement respectable et qui fait des très bons produits. C'est les Coréens. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'isolement de la Russie donne encore plus à la filière française une opportunité de se positionner dans le monde. Et je voudrais insister sur ce qu'a dit Valérie, sur le fait que c'est une filière où, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, le niveau d'indépendance dont nous disposons est beaucoup plus élevé que sur n'importe quelle autre filière de production énergétique. Donc ça répond bien à la question de l'indépendance. L'indépendance, elle est vraie, et Valérie l'a dit, sur le combustible, sur le carburant. L'indépendance, elle est aussi sur la maîtrise de la filière et notre capacité à construire et à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur avec des dépendances à l'étranger qui sont relativement faibles et lorsqu'elles existent, qui sont diversifiées. Vous voulez dire, je résume dans mes mots, finalement le nucléaire,
en termes d'indépendance énergétique, c'est la moins mauvaise des solutions. Pauline, vous n'êtes certainement pas d'accord, et je ne vous demande pas d'être d'accord. Mais peut-être est-ce que vous pouvez nous dire un mot, un sujet qu'on a effleuré tout juste, sur la filière déchets française, la filière retraitement des déchets, parce qu'il y a un sujet qui a fait un petit peu polémique. La France exporte ce qu'on appelle de l'uranium appauvri, donc ce qui a été du combustible finalement usé. De l'uranium de retraitement. De l'uranium de retraitement, excusez-moi. Qui n'est pas un déchet. Voilà, qui n'est pas un déchet, effectivement. Mais qui fait sinon, on n'aurait pas le droit de l'exporter. Voilà. Elle exporte donc de l'uranium de retraitement, du combustible qui a servi en gros à produire de l'électricité en Russie. Qu'est-ce que ça représente pour la filière en termes de volume? Est-ce que c'est l'unique manière de retraiter ce combustible usé et quel risque ça fait peser sur notre filière? Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait faire en France ou pas, Pauline? Alors déjà, je voudrais rebondir sur Rosatom, parce que Rosatom, c'est donc la géante de l'industrie nucléaire russe qui pilote 400 filiales et qui a été créée en 2007 par Vladimir Poutine pour servir ses intérêts géostratégiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la Russie construit une centrale nucléaire dans un autre pays, ça permet de créer un phénomène de dépendance par rapport à la Russie, que ce soit financière parce que les banques russes prêtent de l'argent pour que les centrales nucléaires puissent se construire dans d'autres pays. Ça permet de militariser la zone avec une influence russe, comme ce qui a été le cas dans la centrale de Biélorussie. Et on peut penser à quoi ça sert dans la génération de conflits comme ce qu'on vit aujourd'hui en Ukraine. Je fais une petite incise, toutes les centrales ukrainiennes sont de technologie russe. Tout à fait. Et donc, il y a une énorme dépendance du système énergétique à base de nucléaire dans les pays d'Europe de l'Est face à la Russie, que donc la France contribue à cette avancée et au plan géostratégique donc, de la Russie et de Vladimir Poutine par les nombreux contrats qui existent entre différentes filiales de Rosatom, avec le CEA, avec EDF, avec Orano, etc. Et donc, ça nous pose aujourd'hui une question éthique de est-ce que, en plus de ce phénomène de dépendance, à quoi nous contribuons avec notre industrie nucléaire. Et j'ajoute que Rosatom est donc non seulement une actrice du nucléaire civil, mais aussi du nucléaire militaire, puisque c'est elle qui a le bouton du nucléaire, et qui fait aussi la législation en Russie. Donc on peut se poser vraiment la question de veut-on aujourd'hui travailler avec cette entreprise russe qui, aujourd'hui, sert un pays et rapporte de l'argent qui sert aujourd'hui à faire la guerre. Ensuite, beaucoup moins que le gaz. Ensuite, mais il faut sortir du gaz aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, et nous avons des solutions pour ça, et si vous me laissez développer, j'y arriverai. Pour répondre à votre question sur l'uranium de retraitement. Donc, aujourd'hui, en France, donc une fois que le combustible usé sort des centrales, il va à La Hague, il subit une opération de retraitement qui est très polluante, on en retire du plutonium, de l'uranium de retraitement, et en grosse quantité, 95%, et des déchets ultimes. Et cet uranium de retraitement est stocké donc, dans le sud de la France, à Pierrelatte, et une partie a été envoyée donc, avant les années 2010 en Russie, à Tomsk, qui est la seule usine de réenrichissement de l'uranium de retraitement pour pouvoir ensuite l'assembler avec du plutonium pour faire du MOX. C'est du combustible recyclé. C'est ça, voilà, du combustible recyclé. Et ensuite, donc, cette quantité est faible par rapport à tout l'URT qu'on a, mais ça sert à entretenir une filière et une idée de la recyclabilité des combustibles, et c'est pour ça que la législation n'appelle pas ça des déchets, puisqu'il y a une possibilité de le retraiter. D'accord. Valérie, je me tourne vers vous. Peut-être vous voulez réagir, sûrement d'ailleurs, mais peut-être après cette réaction, vous pourrez nous parler de cette nouvelle donne dans le nucléaire, parce qu'on est quand même assez
cette nouvelle donne, elle n'est pas unilatérale. Hein. On a la Belgique d'un côté qui dit on va prolonger nos centrales, tant bien que mal, on va faire tout ce qu'il faut pour. On sent que l'Allemagne a eu un flottement, mais finalement ils ont dit non. Les Britanniques, ils avaient un plan nucléaire, ils disaient on va y aller 3 fois plus vite, 3 fois plus fort. Mais on sent qu'il y a quand même une hésitation. Hein. C'est pas un blanc-seing, loin s'en faut, qu'on donne au nucléaire, malgré cette crise, malgré tout ce qu'on vit actuellement. Oui, bien sûr. Alors, je dis juste une phrase, c'est que ça m'étonne qu'on parle d'économie circulaire dans tous les domaines, mais que dans le nucléaire, c'est mal de recycler. Enfin, bon, voilà. Donc, et je voulais dire que le nucléaire est particulièrement avancé, et la France en particulier sur les technologies de recyclage du combustible, c'est vraiment très bien. Donc oui, il y a une nouvelle donne. Alors, ce qu'on a constaté depuis... on constatait déjà avant la guerre en Ukraine. Je me souviens qu'à la COP26, il y avait une atmosphère sur le nucléaire qu'il n'y avait jamais eu. C'est-à-dire que d'habitude, nous, on y va tous les ans. Dans le cadre, parce que moi, je suis à la European Nuclear Society, donc on est une association observatrice, et à chaque fois on était dans le placard, on nous cachait, à un moment donné on avait le droit de parler, on avait la salle 2 jours avant, et voilà. Et cette année, il y a vraiment eu plusieurs pays, dont la France, qui ont fait des événements sur leur stand. Il y a eu une vraie discussion sur la place du nucléaire. Et je me souviens que Fatih Birol, le directeur de l'AIEA, quand il est revenu, a dit « The wind is changing for nuclear ». Et il y avait vraiment 2 aspects à ce moment-là. Il y avait d'abord le début de la crise du gaz. Et ensuite, il y avait la hausse, dont on n'a pas parlé, des objectifs climatiques européens. Le Fit for 55, où il y avait plusieurs pays européens qui se sont dit « Oh là là, il faut qu'on relance notre nucléaire ». Voilà. Donc il y avait déjà quelque chose, et ça s'est vraiment accéléré avec la crise en Ukraine. On l'a vu en République tchèque, ils ont avancé leur appel d'offres. En Bulgarie, ils ont avancé leur appel d'offres. La Pologne, on attend l'appel d'offres. On voit aussi les choses qui bougent vraiment en Hollande. Et puis on a la Belgique qui, après avoir dit 50 fois qu'ils remplaceraient leur nucléaire par du gaz, on dit finalement peut-être on va garder 2 réacteurs sur ça. C'est pas une blague bête. Voilà. Alors après, il y a eu l'Allemagne qui a dit nous regarderons les choses sans tabou, et ils ont sorti un rapport bizarrement technique, mais avec des erreurs partout. Donc moi, je garde l'espoir, parce que je suis très positive. Je crois que c'est une question qui a été posée à la table ronde d'avant. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui est en cours. Alors, en fait, il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord les supply chains européennes, parce qu'on l'a vu sur le PR, il faut reconstruire des supply chains européennes. La supply chain française, heureusement, elle a fait un premier réacteur, mais il y a eu des problèmes, bien sûr, comme vous le savez, donc elle est en train de se réorganiser pour les prochains réacteurs. Il faut donc rentrer dans une nouvelle maîtrise industrielle, et a fortiori pour les autres pays d'Europe, et la filière française sera évidemment présente dans les autres pays d'Europe pour relancer ces supply chains. Et l'autre point qui est important, c'est le financement. Il y a eu cette discussion sur la taxonomie où finalement 13 pays européens ont dit nous, on veut du nucléaire dans notre mix futur, donc on voudrait que le nucléaire soit dans la taxonomie. C'est toujours pas décidé encore, on est encore en attente du vote final. Donc il y a ces 2 sujets qui actuellement font l'objet de discussions et d'instructions, mais on sent vraiment une volonté forte de redémarrer. Et comme j'ai le micro, j'ajouterai 2 choses. C'est pas seulement en Europe et au UK. Hier ou aujourd'hui, il y a eu une annonce. Le Japon, il y a tous les industriels qui demandent il faut accélérer le redémarrage des réacteurs parce qu'on n'en peut plus économiquement, on n'en peut plus avec les prix du gaz. Donc il faut retourner vers le nucléaire. Le Japon était parti sur le gaz naturel liquéfié après la fermeture des réacteurs après Fukushima. Donc là, il y a plusieurs réacteurs qui sont quasiment prêt à démarrer, donc il faut qu'il redémarre. Et la Corée qui avait arrêté la construction de 2 réacteurs en 2017, et là ils ont dit ça y est, on va redémarrer la construction des réacteurs, on va reprendre les chantiers pour retourner et construire des réacteurs. Voilà. Donc à chaque fois, je voudrais bien le dire, c'est évidemment pas des stratégies tout nucléaires, ce sont des pays qui se rendent compte qu'ils ont besoin d'un socle pilotable dans leur mix énergétique qui sera bien sûr à majorité renouvelable. Pauline, je vous vois opiner. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. Peut-être un point, on tourne un petit peu autour, mais on ne l'a pas encore abordé. Ce qui fait que les réponses européennes ne sont pas unanimes sur le nucléaire, c'est peut-être aussi les incertitudes de supply chain, les incertitudes industrielles. Dans quelle mesure on a une technologie
européenne, dans quelle mesure on est certain d'avoir une technologie européenne qui peut faire l'affaire, entre guillemets, qui peut nous permettre de renouveler notre parc, d'exporter. Enfin, les histoires françaises dans le nucléaire récentes d'exportation, c'était plutôt des histoires difficiles, des histoires longues et très coûteuses. Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles de ce côté-là, ou plutôt, qu'est-ce qui nous permettrait d'espérer, Emmanuel ? Je pense qu'effectivement, on sait, et Valérie s'en est fait l'écho, on a eu qu'un certain nombre de difficultés sur notre nouvelle technologie. Après, il ne faut pas oublier que c'est une tête de série, c'est le premier de sa série, et donc on s'expose toujours à un certain nombre de problèmes. Si on regarde sur la même technologie les 2 réacteurs chinois de Taishan, qui ont bénéficié à plein du retour d'expérience d'Okiloto et de Flamanville, eux, ils sont sortis dans des coûts beaucoup plus raisonnables et ils n'ont pas eu du tout les mêmes déboires qu'ont pu avoir Okiloto et Flamanville. Donc, et on peut penser qu'être capable de construire des paires d'EPR demain, ça va permettre de réduire les coûts et donc de continuer à investir sur cette technologie. Le problème aussi qu'on a pu avoir, c'est que pendant très longtemps, on n'a pas construit. Donc on a perdu du savoir-faire, remonter des générations d'ingénieurs qui sont capables de faire et de maîtriser cette technologie. Ça prend du temps, c'est en cours et ça va accélérer. Et je pense qu'on est tout à fait capable d'accélérer. Pour savoir faire, il faut faire et donc il faut essayer, il faut prendre le risque en fait, si je comprends bien. Mais je ne sais pas quel est le risque, parce que le risque c'est de ne pas faire justement. Pauline, là-dessus et aussi... sur le coût que tout cela engendre, parce qu'on a parlé du nucléaire historique, mais là on est sur des chantiers beaucoup plus coûteux. Tout va augmenter, la facture énergétique globale va augmenter, et en particulier celle du nucléaire. Et du temps, on n'en a plus face à l'urgence climatique. Les solutions qu'on doit choisir, en fait, on est vraiment, c'est un choix de société, c'est un choix à la fois politique, à la fois financier qu'on doit faire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'EPR, c'est un fiasco. Si on regarde aujourd'hui, le Taishan 1 est arrêté. Il y a eu un incident donc, en 2021. On n'a toujours pas le retour d'expérience. Il y a un réacteur sur 2 en Chine, donc un EPR qui est arrêté. Flamanville, donc au début, on avait 4 ans ou 5 ans de construction, de temps de construction prévu, plus 3 milliards. Nous sommes à 20 milliards, quasiment 20 milliards d'euros. 15 ans de chantier, l'EPR ne démarre toujours pas. Les retards dans la construction de celui de Finlande, d'Olkiluoto, nous a aussi coûté très très cher. Et donc, nous n'avons pas la maîtrise de cette technologie. Donc là, on voudrait repartir dans une relance du nucléaire sur une technologie qui ne fonctionne pas, qui est donc très incertaine, alors que l'urgence climatique, tous les scientifiques et la société civile nous pressent et nous disent, en fait, c'est aujourd'hui, là, dans les prochaines années, avant 2030, dans les 8 prochaines années, il faut trouver un moyen de produire de l'énergie pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Vous voulez dire l'urgence climatique, elle est immédiate et la réponse nucléaire, elle est moyen terme. Moyen terme, puisque je crois que dans les plans du gouvernement, les premiers électrons produits par les nouvelles centrales, c'est 2040, quelque chose comme ça, ou 2035. 2035, c'est ça. L'énergie nucléaire n'est pas du tout adaptée pour faire face au dérèglement climatique, mais ni à court terme, ni à long terme, puisqu'il n'y a pas seulement la décarbonation à prendre en compte, c'est aussi dans quel modèle de société nous voulons vivre. Alors, et donc là, juste, il y a plusieurs thématiques en fait. Il y a déjà la prolongation des centrales qui va coûter plus de 100 milliards d'euros d'après la Cour des comptes. Il y a le budget prévu. Donc, si on met un EPR à 20 milliards, si on en fait 6, ça fait quand même beaucoup de milliards à investir. S'il vous plaît, Pauline. Ok, à investir, mais bon, ça fait quand même des milliards à investir dans une technologie dont on n'est pas sûr qu'elle va aboutir. Et à côté de ça, soutien aux énergies renouvelables aussi. À côté de ça, juste si vous me laissez terminer, on a le secteur des énergies renouvelables dont la croissance est exponentielle dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'elles sont complètement adaptées à notre époque et aux défis auxquels on doit faire face, et qui ont comme vertu
de servir le tissu économique local. Parce que le développement des énergies renouvelables, donc déjà, a été supporté par l'État, et là on a déjà un retour, elle rapporte de l'argent à l'État, alors que le nucléaire ne fait que engloutir l'argent de l'État, et elles permettent d'alimenter le tissu local en créant des emplois, en ayant des loyers pour les terres, etc. Et donc, on a un modèle de société qui, associé aux économies d'électricité, à la réduction de la consommation d'énergie, qui est vertueux pour la santé, qui a des co-bénéfices énormes pour la société. Je voulais revenir sur une question qu'on n'a pas beaucoup abordée qui est tout de même centrale dans cette question du nucléaire, qu'on va bientôt aborder parce qu'il y a un grand débat qui est prévu avec la Commission nationale du débat public sur nos choix énergétiques, les choix qui nous engagent. On a vu dans la campagne présidentielle beaucoup de candidats à la fois parler du nucléaire, ce n'était pas forcément une évidence, mais aussi parler de la possibilité de relancer des chantiers. Certains étaient plus timides que d'autres étaient carrément très ambitieux. Je me rappelle des 20 EPR que voulait construire Marine Le Pen. Ça pose quand même la question de l'acceptabilité sociale. On a des sujets d'acceptabilité sociale très importants sur la moindre éolienne, le moins de panneaux solaires qu'on pose dans les champs. Comment la filière travaille cette question d'acceptabilité? Comment vous vous préparez à ces échéances de débat et comment vous anticipez ce débat public qui va avoir lieu, Valérie? Alors d'abord, on a des chiffres en fait, puisqu'on a des baromètres annuels qui sont faits par EDF et le CSA sur l'attitude des Français par rapport aux différentes technologies. Donc il faut savoir que le nucléaire est remonté de manière considérable depuis 2017. En fait, 2017, c'était vraiment le creux de la vague. Et là, il n'a jamais été aussi haut dans l'opinion depuis les années 80. Et c'est lié vraiment à deux sujets. Le premier, c'est que les Français sont convaincus qu'on va avoir besoin de plus d'électricité. C'est ce qu'on voit dans les scénarios, à la fois à 2030 et puis à 2050, parce qu'une grande partie, pour se débarrasser des fossiles, une partie importante va être faite par l'électrification des usages, la voiture électrique en particulier. Et puis le deuxième point, c'est que les Français ne croient plus aux 100% renouvelables. Et ils savent que le nucléaire apporte est une technologie qui fonctionne tout le temps, 24 heures sur 24. Donc il y a vraiment un nouveau mouvement de confiance. Presque tout le temps, on va dire. Non, mais en gros, le parc fonctionne tout le temps. Voilà. Et le point, mais je vous dis encore, on est à moins de 1%. Donc je vous dis ça parce qu'on discute sur moins de 1%, alors qu'on vit tous les jours des variations de 100%, 50% sur les autres technologies. Donc il y a un focus important sur le nucléaire. Mais moi, je le prends positivement. Je me dis c'est parce qu'on compte sur le nucléaire et qu'on ne compte pas forcément sur les autres. Mais voilà. Et c'est vrai, les Français comptent sur le nucléaire pour leur approvisionnement, et c'est pour ça que ça remonte. Alors il y a un point qui est extrêmement important, je crois que Pauline l'a dit, il y a deux échéances de temps qui sont différentes. La première échéance de temps, c'est avant 2030, je dirais même avant 2025. Et là, l'enjeu, et l'Agence internationale de l'énergie l'a dit, même pour l'Europe à court terme, c'est vraiment l'enjeu de la prolongation des centrales. C'est vraiment ce qu'on peut faire de plus rapide et de plus efficace à court terme. Et on sait maintenant, on a des bases de données très importantes, que quand une centrale nucléaire ferme dans le monde, elle est remplacée par du gaz et du fossile en majorité. On l'a sur toutes les centrales américaines qui ont pu fermer ces dernières années. On l'a sur Fessenheim, on l'a sur l'Allemagne, et on l'a aussi sur les prévisions belges. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire de mieux, c'est de prolonger les centrales nucléaires existantes, quitte à faire des gros travaux, et c'est ce que nous on fait en France. Ensuite, et ça se fait sur les sites existants. Voilà, donc il n'y a pas de nouveau terrain. Le deuxième point, c'est de construire des nouvelles centrales. Et pourquoi? C'est pour remplacer les centrales actuelles et avoir un socle nucléaire à l'horizon 2050. Et ça va se faire aussi sur les sites existants. Donc ça, c'est un argument fondamental pour le débat, peut-être qui sera mis en avant par la filière. C'est un argument essentiel, c'est qu'il n'y a pas de nouveau terrain. Il n'y aura pas de dissémination finalement de la pollution des sites. Enfin, pollution. C'est surtout que il n'y aura pas de nouveaux sites nucléaires en France. Voilà. Ce sont des terrains qui sont déjà là et dans des régions. Et la prioritisation des sites, en fait, se fait actuellement sur des critères techniques, mais aussi sur des critères locaux
d'expression des élus et des populations locales. Voilà. Et c'est comme ça que se fait actuellement la priorisation des sites pour ces raisons-là. Voilà. Clairement, on ne va pas refaire Plogoff. On ne va pas refaire Plogoff. Donc je pense par exemple, il y a le Panly, vous savez qu'il y a Gravelines. Gravelines, c'est un site où il y a l'usine aluminium Dunkerque qui utilise à elle toute seule un réacteur nucléaire, où il y a à côté ArcelorMittal qui va se décarboner, et avec les nouvelles technologies qu'ils vont mettre en œuvre, cette usine va consommer 1 gigawatt d'électricité de plus, donc un réacteur de plus. Voilà. Donc on est sur des sites où il y a des besoins identifiés extrêmement forts, et le point qui est vraiment essentiel, mais ça serait un autre débat, c'est que je suis vraiment convaincue, on a énormément de données comme qu'on ne pourra pas réindustrialiser la France sans renouveler le parc nucléaire. Et on le voit par exemple avec les demandes des industriels japonais et coréens. Alors, je vais vous demander le mot de la fin parce que le temps passe très vite et les sujets sont passionnants. Alors, qui veut commencer Peut-être Pauline, vous voulez commencer? Alors, je pense qu'il y a énormément d'autres moyens que le nucléaire pour réindustrialiser la France, et surtout pour créer des emplois qui sont adaptés à notre époque, c'est-à-dire pour faire face au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, parce que la décarbonation de l'énergie n'est pas le seul critère qu'on doit prendre en compte pour préserver l'avenir des générations futures. On a une filière nucléaire en France qui est ruineuse, qui ne fonctionne plus de tous les côtés, avec des gros problèmes structurels dans l'usine Melox, de saturation des piscines de combustible à la Hague, saturation des stockages de l'uranium de retraitement, etc. Et là, on veut repartir, on veut remettre une pièce dans cette machine qui est lourde, parce qu'on ne veut pas faire une croix sur une histoire qui n'est plus une histoire de l'énergie, qui n'est plus adaptée. Et pourtant, tout nous enjoint à aller vers des énergies qui peuvent remplacer ce vieux modèle. Et les énergies, donc RTE notamment, travaille sur un programme européen pour la pilotabilité du système et l'équilibrage du système électrique. Il y a des solutions qui existent, comme l'électronique de puissance. Il y a le power to gas pour stocker l'énergie, enfin l'électricité sous forme d'hydrogène par électrolyse. Donc il y a des modèles de 100% renouvelables qui existent, et je ne pense pas que les Français ne soient plus d'accord avec ce modèle, si tant est qu'il l'ait déjà été. Il y a une énorme pédagogie à faire sur ces scénarios qui là sont traités par RTE, l'ADEME, Négawatt, etc., alors qu'avant ils n'étaient même pas envisagés. Donc là on a une accélération, on a la connaissance, on a le savoir. Maintenant c'est le courage politique, le courage de décision aussi de société qu'on doit mettre en œuvre, et basculer vers des énergies qui vont structurellement changer nos modes de vie. Et c'est ce dont on a besoin pour décarboner notre économie, mais aussi assurer que le reste de la société suive, et pas seulement regarder le domaine énergétique. Alors on a compris, on ne va pas vous mettre d'accord. Emmanuel, peut-être un mot de la fin. Avant le mot de la fin, je vais juste faire la pub pour un serious game qui a été développé par un chercheur, un enseignant-chercheur dans l'Est de la France, qui s'appelle Ordre de grandeur des énergies. Allez regarder ça s'appelle Ogre. J'ai fait faire ça à mes équipes il n'y a pas très longtemps. Et ce que ça démontre à la fin, c'est qu'il nous faut de la sobriété, il nous faut du renouvelable, mais que si on ne met pas de nucléaire, à la fin, on n'arrivera pas à équilibrer tout ça. Et que même en mettant le maximum de ce que me disent les scénarios Négawatt, ADEME, RTE, en éolien, offshore, en éolien, inland, etc., on n'y arrivera pas sans nucléaire. Et ça a été aussi un gros apprentissage pour nous et pour nos équipes. Et le mot de la fin, et au risque d'être un peu provocateur, mais moi j'ai toujours dit la même chose depuis des années, moi je pense que le nucléaire est une chance pour l'environnement qu'il ne faut pas négliger. On ne vous mettra pas d'accord. C'était pas le but. Le but, c'est vraiment de nous éclairer sur les atouts, les verrous à lever pour nous rendre plus indépendants, et quelle place peut occuper le nucléaire dans ce travail-là. Voilà. Valérie. Je peux avoir mon mot de la fin. Donc je disais que le problème, c'est vraiment l'énergie fossile. On en a encore 60%. Donc je pense qu'il faut vraiment se dire c'est ça la priorité, plutôt que d'essayer d'opposer nucléaire et renouvelable, parce qu'on le sait, on le voit dans tous les scénarios, c'est complémentaire. Voilà.
Et le point que je voulais dire, on n'arrête pas de dire oui, c'est possible, c'est possible. On a 3 pays du monde actuellement qui ont expérimenté la chose, et c'est les pays qui ont accès à la meilleure technologie et qui sont parmi les plus riches. La Californie, donc la Californie, elle a déjà annoncé des blackouts pour cet été, et elle a dit qu'il lui reste encore une centrale nucléaire. Elle a dit que finalement, elle allait la prolonger, et regarde les petits réacteurs nucléaires modulaires. Le Japon, qui on l'a dit, finalement, il est passé sur le LNG, et maintenant il essaye de redémarrer ses centrales. Et puis l'Allemagne, qui était passée sur le gaz russe quand même, il faut être clair, et qui est actuellement en train de reconstituer ses stocks de charbon. Donc je pense qu'il faut être humble devant le système énergétique. Ce que j'ai vraiment aimé dans le rapport RTE, c'est qu'on est capable de comparer différentes options et les regarder sur un certain nombre de critères. D'abord, il explique très bien le coût système. Hein. Ce qui compte, ce n'est pas le coût des technologies individuellement, mais c'est bien le coût de l'ensemble de système à l'équilibre. Et il montre bien que le nucléaire fait baisser les coûts système. Et puis, il montre aussi que ces résultats sont valides, quel que soit le niveau de consommation, même dans les scénarios sobriété. Même si on consomme moins, il faut mieux consommer avec une part de nucléaire. Donc, pour moi, c'est une question de robustesse. Évidemment, on attend plein de technologies, c'est bien. Il y en a qui vont arriver, il y en a qui ne vont pas arriver, y compris dans le nucléaire. Hein. Il y a des tas de projets de nouveaux réacteurs et de technologies de rupture. Mais ce qui compte, c'est la robustesse, parce qu'on voit qu'on ne sait pas prédire les grandes crises énergétiques. Là encore, on arrive dans une crise énergétique énorme qu'on n'avait pas prédit. Et donc, on va avoir un système extrêmement robuste pour pouvoir être prêt à ces crises, qui, je pense, vont être de plus en plus nombreuses. Merci de votre présence ici. Et, merci Sharon. j'espère vous avoir éclairé.